Bonjour et bienvenue. À la flopée d'organisations de la société civile existant au Bénin, il faudra désormais ajouter l'NDH Bénin, nouveau droit de l'homme Bénin, à ne pas confondre au nouveau droit de l'homme Togo, porté sur les fonds baptismaux. Week-end écoulé à la faveur d'une assemblée générale constitutive, le nouveau-né du monde de la société civile ambitionne d'œuvrer pour le respect des libertés fondamentales sous toutes les formes en donnant une nouvelle orientation à la lutte pour la préservation des acquis démocratiques au Bénin. 100% Bénin, le numéro du jour, voudrait apprécier l'opportunité d'une telle initiative sous le régime du nouveau départ. Autrement, l'NDH, vue comme association de défense des droits de l'homme, a-t-elle réellement sa raison d'être? Ne venait-elle pas un peu trop tard dans un monde trop vieux? Les associations sœurs occupant bien avant elles le terrain ne seraient-elles plus à la hauteur des ambitions qu'elles se seraient assignées depuis toujours? Donner une nouvelle orientation à la lutte pour la préservation des acquis démocratiques au Bénin, ceci s'entend-il dans le contexte de la gouvernance actuelle? Mesdames et messieurs, ce sont là quelques-unes des questions qui auront à meubler votre émission débat du jour. Thème en vue, nouveau droit de l'homme Bénin, une aubaine ou simplement un nouveau-né de plus du monde de la société civile au Bénin. Invité du jour, Raoufi Badirou, administrateur civil à la retraite. Il est un ancien fonctionnaire du PNUD. Raoufi Badirou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Merci. En face de vous, pour ce débat, il a nom Patrick Amand-Poyon, coach en politique de développement et gestion de crise. Patrick Amand-Poyon, bonjour. Bonjour. Ce matin. En tout cas, ça va très bien. Alors, combattre sous toutes les formes injustice et privation de liberté et autres, c'est là le leitmotiv du nouveau-né du monde de la société civile, porté par Dieudonné Lokossou, qu'on ne présente plus, ancien secrétaire général de la CSA Bénin. Alors, cela s'entend-il dans l'environnement actuel? Absolument, absolument, parce que vous savez, nous avons à la tête désormais du Bénin un homme d'affaires, un capitaliste. Et vous savez que lorsqu'on dit capitaliste, il n'y a pas de force sociale en face, c'est profit, profit et profit. Donc, toutefois que les capitalistes sont en train de chercher leur profit, ce qui est normal, hein, ce qui est légitime, mais au même moment, il faut des forces sociales en face pour pouvoir faire en sorte d'équilibrer les choses. Et vous savez que depuis que le président Talon est au pouvoir, tous ceux qui, pour la plupart, étaient en train de jouer ce rôle sont confondus aujourd'hui à la mouvance présidentielle. Ça crée un vide. Et donc, Lokossou, qui fut parmi ceux qui ont défendu Patrice Talon, lorsque Patrice Talon était poursuivi au Bénin, a trouvé qu'aujourd'hui, il est nécessaire de mettre en place cette association pour défendre tout le monde. Et je crois que c'est bienvenue, c'est salutaire. Alors, Badirou, il y a un bon nombre de jeunes gens qui, suite à cette sortie, ont tenu un certain nombre de propos. Ils s'interrogent, ils ne comprennent pas qu'à l'heure où la relève s'assure un peu partout, c'est la jeunesse qui prend le devant des choses, après une retraite bien méritée, Dieudonné Lokossou entend encore, sinon qu'il le fait déjà, il prend le flambeau pour défendre, dit-il, de nouveaux droits de l'homme. Vous, qui savez ce que c'est que les délices de la retraite, comme on dit, comment appréciez-vous ce comeback? Je vais vous dire que les jeunes veulent avancer trop vite. Les jeunes veulent avancer trop vite. Qui patientent. Il y a ce qu'on appelle l'expérience qui ne s'achète pas. Et ceux qui peuvent, M. Lokossou, avec sa potentialité, avec son expérience, a trouvé que il y a forcément quelque chose à faire. Et il a pris cette initiative. Ce n'est pas... C'est un homme d'expérience qui peut occuper ce poste qu'il occupe là, en ce moment. Parce qu'il a vu et vécu. Et ce qu'il est en train de faire est une complémentarité à ce qui existe déjà. Et si tout ce monde-là peut contribuer au bien-être de la population, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah oui, c'est là la question. Mais pourquoi cette sortie? Comme on dit à César, ce qui est à César, le concerné lui-même a pu planter le décor de ce qui a motivé la création de ce nouveau creuset. Avec la complicité de la régie, mesdames, messieurs, nous allons pouvoir suivre Dieudonné Lokossou sur la substance du message véhiculé le jour-là. Dieudonné Lokossou. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers délégués, comme l'a dit le pasteur Martin Luther King, éminent défenseur des droits civiques, notre vie commence à s'arrêter
le jour où nous gardons le silence sur les choses graves. Nous ne pouvons pas, pendant des décennies, avoir défendu avec acharnement un certain nombre de valeurs citoyennes depuis le temps de la dictature militaro-marxiste du PRPB de triste mémoire, en affrontant les présidents Kérékou, Soglo et ayant même bravé les exactions du président Thomas Boni-Yayi pour ensuite fermer les yeux aujourd'hui sur ces pratiques antidémocratiques qui se développent à une vitesse astronomique. Continuer de croiser les bras et laisser faire permettre au gouvernement actuel de mettre un bâillon sur les libertés d'aller et de venir consacrées par les dispositions de notre Constitution du 11 décembre 1990 en son article 25 serait un grand recul dangereux pour notre pays et sa démocratie. Le droit au travail et à la vie constituent des éléments non négociables pour tout être humain. C'est pourquoi toute personne éprise de paix et de justice sociale ne peut que condamner et dénoncer avec véhémence les excès du pouvoir qui ont conduit le gouvernement de la rupture à s'illustrer négativement dans les faits ci-après. Au plan des libertés publiques, on peut citer pêle-mêle 1. L'interdiction de la marche pacifique organisée par des étudiants revendiquant l'amélioration de leurs conditions d'études et le paiement de leurs allocations. La dissolution prononcée en Conseil des ministres le 4 octobre 2016 des associations estudiantines sous de fallacieux prétextes avec interdiction d'exercer leurs activités sur tous les campus universitaires du territoire national. Le tracé de lignes rouges à ne pas franchir par un préfet, un haut cadre versé dans un excès de zèle. La fermeture du COTEB de Parakou, suivie du licenciement de 300 travailleurs qui y trouvaient leur pain quotidien. Le licenciement sans raison et sans droit de plus de 1000 agents contractuels de l'État exerçant au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. La liquidation expéditive et scélérate des sociétés et offices d'État comme la SONAPRA, l'ONS, l'ONASA, la centrale d'achat des intrants agricoles et les licenciements abusifs de travailleurs qui s'en sont suivis. D'autres travailleurs attendent avec ancienneté leur tour dans certaines sociétés d'État et ailleurs. Tous ces actes arbitraires montrent à suffisance qu'il y a un fossé entre les actuels dirigeants de notre pays et nous, les citoyens ordinaires, non revêtus du manteau de la rupture. Ils consacrent de plus en plus le retour en force de l'autocratie et de la dictature. Le retour en force de l'autocratie et de la dictature. Ce sont les propos de Dieudonné Lokossou, président du nouveau droit de l'homme bénin. Patrick Aman-Pouyon, en quête de développement, Dieudonné Lokossou pense qu'il faut désormais revoir les principaux axes qui fondent la démocratie au Bénin. Vous l'avez suivi? Absolument, je l'ai suivi. C'est vrai que il est dans son rôle, il doit mettre les mots forts. Moi, je ne suis pas dans ces mots forts, mais je dis simplement que le diagnostic de Dieudonné Lokossou montre qu'il n'est pas en train de faire quelque chose qu'un autre est en train de faire. Puisque les cas qu'il a cités, personne n'a défendu ces cas-là. Donc, ça veut dire qu'il y a effectivement un terrain qui n'est pas occupé. Il a défendu, il a parlé, listé les licenciements de cadres et tout ça, qui sont passés comme une lettre à la poste. C'est vrai que le gouvernement a le droit de faire des réformes. Il est élu, il fait les réformes s'il estime être bien. Mais de l'autre côté, il faut aussi des forces pour pouvoir contrecarrer et pouvoir défendre ces gens qui sont à la maison sans avoir aucune possibilité de s'exprimer, aucune possibilité de faire ceci. Donc, Dieudonné Lokossou a bien posé le diagnostic. Et comme le doyen le disait tout à l'heure, c'est qu'il est important que nous comprenions. La jeunesse, oui, elle va faire ce qu'elle peut. Mais étant donné que les défis sont devenus, c'est-à-dire que souvent on passe service à la jeunesse à des moments où les défis sont supérieurs à ce que les autres ont géré.
Dans ces conditions, il va falloir faire appel aux autres pour pouvoir aider la jeunesse dans ces défis-là. Je crois que notre jeunesse doit accepter que la relève n'a pas été bien passée dans beaucoup de plans. Et donc, il faut faire appel à ces gens d'expérience. Vous voyez, M. Lokosou, on a fait des débats en face à face ou des choses sur lesquelles on ne s'entendait pas. Mais je respecte l'homme parce qu'il a une conviction qui est constante. Je voudrais attirer l'attention des gens sur le fait que le même Lokosou défendait Patrice Talon. Le même Lokosou aujourd'hui veut défendre les autres face à Patrice Talon. Et peut-être demain, va défendre encore Patrice Talon. Donc, il ne faut pas qu'on installe ça dans une logique d'opposition. Et c'est cette logique d'opposition qui rend le combat stérile aujourd'hui au Bénin, parce qu'on est pour ou on est contre. Alors que non, entre les pour et les contre, il y a ceux qui sont au milieu, qui ne sont ni pour ni contre et qui peuvent... En train de revenir sur certains aspects qu'il a eu évoqués, je vais prendre la réaction de Badirou. Vous l'avez suivi, sur sa déclaration. Qu'avez-vous envie de dire? Monsieur Lokosou est un homme d'expérience. Il a dit ses motivations. Et il a énuméré un chapelet de choses qui semblent laisser sans réaction des autres. C'est comme si nous sommes sur un terrain où rien ne bouge. Alors, on dit la nature a horreur du vide. Lui, il est venu faire ce que les autres ne font pas en ce moment. Et ce qui est à la bonne heure du pays. S'il n'y a pas de gens qui puissent relever certaines choses, où allons-nous? Donc, ce que M. Lokosou veut faire est assez... moi, je l'approuve et je le comprends. Et je dis que ce n'est que des hommes d'expérience qui peuvent aller dans ce sens-là. Alors, l'homme parle de liberté qui serait un peu étriquée de plus en plus et s'inquiète pour l'avenir et demande à ceux qu'on tire la sonnette d'alarme. Vous, les hommes de médias, que faites-vous en ce moment? Vous êtes le 4e pouvoir, non? Ou le 5e pouvoir? Le 4e. Le 4e. Vous vous taisez trop. La presse dans son ensemble. Et même sous le régime de la Révolution où on disait que vous étiez bien réprimandé, vous osez parler. Aujourd'hui, tout le monde s'est tu. Ceux qui font partie des sociétés civiles que nous connaissons, aucun d'entre eux ne montre encore au créneau. Les syndicalistes se taisent. Bon, s'il n'y a rien à dire, bon, qui se taise, on verra bien. Lui, c'est qu'il trouve qu'il y a des choses à dire. C'est pour ça qu'il est venu. Donc, il faut l'accepter. Il faut qu'il y ait complémentarité dans tout ce qu'on fait. Il y a les institutions de l'État qui peuvent s'auto-saisir de certaines situations et on n'en voit pas. Donc, si M. Lokosou, s'il n'avait pas matière à explorer, il ne viendrait pas peut-être. Mais il voit qu'il a énuméré un chapelet de choses que vous et moi, nous n'allons pas contester. Je crois qu'il faudra que notre pays avance. Et que ça avance dans le sens de l'esprit patriotique. Et l'esprit patriotique fait que tous les citoyens doivent être en veille pour que le développement du pays soit. Si tout le monde n'est pas en veille, nous allons toujours piétiner depuis l'indépendance. On ne parle même pas de développement. Tout le monde parle politique. Moi, j'aimerais bien que nous tous, autant que nous sommes, nous parlons de développement. Que nous ayons des domaines de développement et que nous nous regroupons en domaine de développement. Et non, chacun se lève, je crée un parti politique. Chacun se lève, je fais ceci. Non. Est-ce que quelqu'un s'est levé pour dire, tel domaine de développement, je veux l'explorer? Et accompagnez-moi dans cela. Il n'y a pas. Tout le monde veut faire politique. Parce que c'est ça qui nourrit son homme aujourd'hui en Afrique. Quand on est homme politique, on est gros, gras, on est repu, et personne ne vous inquiète. Et c'est ce qui fait que nous sommes dans la situation présente. Si tout le monde, personne ne veut perdre, tout le monde veut s'en sortir. Et il y a les fous du roi, les griots qui se sont constitués, les partis qui viennent le soutien, la marche qui revient, tout ce qu'on avait interdit, tout ce qu'on voyait comme étant des tares de développement sont encore là. La liberté individuelle n'est plus préservée. Si aujourd'hui on attrape M. Badirou et que Jean-Paul Jacques ne se soulève pas, quand on va enfermer Jean-Paul Jacques, je ne vais pas me lever. Et où allons-nous? Même du temps des indépendances, où on pensait que les présidents étaient des valets locaux, aujourd'hui c'est encore pire.
Après 57 ans d'indépendance. Qu'est-ce que nous voyons? Mais qu'est-ce que nous voyons? Je vous assure. J'ai suivi le président Maga. On a été le voir en son temps. Il nous dit, vous savez, quand on était enfermé à Savé, on était au petit déjeuner, quand le président Akouti nous a regardé, à Oumadego et moi, il dit, nous trois là, si nous ne savons pas faire, le pays tomberait au mains des voyous et pour longtemps. Je ne sais pas qu'on m'a dit. Il a dit en face, j'étais là, que le président Maga a dit ça. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Depuis ces gens-là, qu'on a crié, monstre à trois têtes, machin, tout ça là, où est-ce que nous en sommes? Les pays africains, je ne veux pas parler, quand je parle du Bénin, je parle en général. Les pays africains piétinent parce que il n'y a pas de politique réelle. Alors, sur la question, avant de vous retourner la parole, j'aimerais avoir l'avis du côté Poyon. Est-ce vrai qu'aujourd'hui, le Bénin, quand on l'observe de près, on a l'impression que la presse est muselée, pas de société civile, et que tout le monde regarde plutôt dans la même direction? Moi, j'ai la chance de vivre à l'extérieur. Et je peux vous dire qu'à l'extérieur, c'est clair pour tout le monde que le Bénin a quitté la démocratie. Depuis quand? C'est ce qui est dit le laboratoire de la démocratie? C'est ce qui est dit à l'extérieur. Non, mais je veux savoir, depuis quand? Et je voudrais préciser... Non, je voudrais préciser... Vous ne faites pas de la langue de bois par hasard? Non. Je voudrais préciser que la création de cette association par M. Lokossou est de nature à redorer l'image du président Patrice Talon. Expliquez-vous. Parce que les gens à l'extérieur ne voient plus les forces sociales qui défendaient. Il a parlé de la presse. Quelle presse aujourd'hui? Vous lisez les titres? On a au moins une vingtaine de jours. Mais vous lisez les titres? Vous lisez les titres? Vous faites allusion au titre. Le président Patrice Talon vient par son génie, c'est ce matin-là, par son génie de faire une économie de 53 milliards à l'État béninois. Mais il y a quel mal à ça? Oui, mais où est l'économie? Où est le génie? Je vais vous donner un exemple pratique. Aujourd'hui, on dépense des milliards pour faire la communication, pour annoncer une réforme du système éducatif qui va faire entrer l'anglais au cours primaire. 36 enseignants, 36, qui ne sont pas recrutés, qui sont simplement réaffectés, qui vont être formés 2 semaines. C'est-à-dire, vous croyez que quelqu'un qui a fait maîtrise et qui est formé 2 semaines peut enseigner l'anglais démarrage de l'anglais à un enfant pour qu'il réussisse après en anglais? 36 enseignants, 106 écoles. Et au lieu de dépenser de l'argent pour recruter 36, on est en train de dépenser de l'argent pour la communication. Je peux vous donner d'autres exemples. On a dit on a relancé microfinance aux plus pauvres. Allez voir ce que la presse écrit, mais allez fouiller. C'est les 3 milliards recouvrés qu'on a remis. Le gouvernement n'a pas mis un franc dedans. Et dans ces conditions, vous croyez qu'on peut dire, et à l'extérieur, les gens connaissent les chiffres. Nous avons un ministre du plan, un ministre d'État en charge du plan, qui a été directeur adjoint du Fonds monétaire international. Oui, mais qui n'arrive pas à trouver un seul financement pour le Bénin, au niveau du Fonds monétaire international. Non, il paraît que c'est dur un peu partout. Ah bon, la Côte d'Ivoire vient d'avoir 200 et quelques milliards d'aide budgétaire. C'est dur là-bas aussi? Non, les amis. Je voudrais que le président Talon comprenne, c'est une chance pour lui, ce que Dieudonné Lokossou a créé. Parce que Dieudonné Lokossou, en défendant les libertés, permettent au chef de l'État de savoir les lignes rouges à ne pas franchir, afin qu'un jour, il ne se retrouve pas à la Coupe pénale internationale. Parce que si tout le monde l'applaudit, tout le monde le laisse aller dans le trou. Parce que les gens doivent comprendre, ce n'est pas parce qu'on dit ça ne va pas qu'on est opposant. Mais pourquoi parlez-vous de Coupe pénale internationale? Les Béninois, ils vont qu'à leurs occupations comme ils l'entendent. Vous voyez sur les réseaux sociaux, les gens parlent comme ils l'entendent. Les gens parlent. Écrivez sur les réseaux sociaux. Écrivez tout ce que nous venons de dire là. Écrivez sur les réseaux sociaux. Et voyez si 5 minutes après, on ne va pas vous insulter. Ça veut dire que la gangrène est en train de descendre même dans la jeunesse, qui est devenue politisée. Moi, je passe tous les jours sur les réseaux sociaux à corriger les leaders et de l'opposition et de la mouvance. Parce que l'opposition aussi a crié au feu depuis que Patrice Talon a pris service. Il n'a même pas encore quitté Porto-Novo que l'opposition a crié au feu. Donc, résultat, rappelez-vous, la plaisanterie l'a tué. À force de crier au feu tout le temps, on ne sait plus quand est-ce qu'il y a feu, vrai, ou quand est-ce qu'il n'y a pas feu. Donc, c'est la classe politique est en panne. Toute la classe politique, opposition, mouvance, est en panne. Et dans ces conditions, il faut des hommes de la société civile. Et surtout, je voudrais rappeler, je rappelle toujours
Lokossou a défendu Patrice Talon dans ce pays. Et donc, ce n'est pas un opposant ou un mouvancier. Il a défendu Patrice Talon dans le temps et il ne comprend pas que Patrice Talon soit au pouvoir et que ce qu'on voulait lui faire et que lui l'a défendu, on soit en train de faire aux autres. Voilà pourquoi il a créé son mouvement. Alors, pour défendre pas de stigmatisation, demande Dieudonné Lokossou. Je rappelle ici, oui, l'un de ses propos. Le président du NDH Bénin précise nous nous engageons à travailler sans préjugés avec toutes les organisations sœurs qui partagent le même point de vue que nous sur les questions des droits de l'homme, de la paix sociale et politique, de la défense des libertés en général et des libertés démocratiques en particulier. Badiro, une mise au point qui s'impose? Je vais vous dire une chose, Lokossou est bienvenu puisqu'on ne voit aucun mouvement des institutions existantes, des associations de l'homme, des droits de l'homme existants. Quand vous parlez d'institutions, Badiro, je ne vous interromps pas, mais c'est important de rappeler. Récemment, nous avons vu des responsables d'établissements qui n'ont pas été d'accord avec l'autorité du tutelle, qui ont saisi les juridictions compétentes pour qu'un arbitrage se fasse. Vous avez vu la réaction, elle aurait été très prompte. Vous avez suivi? Tant que tout n'est pas fait, c'est qu'il reste à faire, dit-on. Mais regardez, nous sommes un peuple intelligent. Il y a des compétences au Bénin, des compétences avérées. Regardez dans ce gouvernement, il y a 2 économistes financiers hors pair. Ils font mal? Il y a Ablaye Biochane et Koupaki, Irénée Koupaki. C'est des gens de compétences avérées. Mais, à voir ce qui se passe, on se demande s'ils n'ont pas les mains libres. Parce que leur avis doit compter. Et c'est en cela que je dis que la situation économique du moment, ils en sont responsables. Parce que ceux-là, dans ce gouvernement, ont beaucoup à faire dans le domaine économique et financier. Si rien n'est fait, ils en seront responsables. Parce qu'on ne peut pas comprendre que ceux-là soient dans le gouvernement et qu'il y ait des dérives. Des dérives, tous azimuts. Je ne sais pas, c'est pas moi qui le dis. C'est ce que les gens disent, ce que la presse dit, ce que l'extérieur nous chantonne dans les oreilles. Oui, nous sommes dans un pays où, à l'indépendance, c'est l'un des pays que le colonisateur pensait pouvait s'en sortir avec notre compétence. Mais à l'intérieur, notre pagaille est telle que même le plus compétent devient le plus abruti. Où allons-nous et où en sommes-nous? Faisons le point et avançons dans les domaines, dans les différents domaines de développement. Vous parlez de ces économistes, vous faites peut-être allusion à ces licenciements que Dieudonné Lokossou a évoqués, mais il paraît que tout ceci participe aux réformes envisagées pour mieux restructurer les sociétés. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Je ne veux pas aller dans ce sens-là. Je veux parler dans le sens que le mouvement de Lokossou, dans sa motivation, est bienvenu. Si lui-même ne va pas retourner la veste d'ici là pour rentrer dans la léthargie comme les autres. Nous attendons, nous l'attendons sur le terrain. Donc, il est suivi comme de lait sur le feu. Et voilà, on apprécie sa venue, mais on verra comment il agira. On reviendra sur d'autres aspects. Oui, je voudrais dire que déjà, Dieudonné Lokossou n'est pas du genre retourner veste. Donc rassurez-vous, c'est-à-dire que j'ai étudié l'homme avant de venir sur cette émission. À l'œuvre qu'on connaît l'artisan. Non, on l'a vu à l'œuvre depuis des années. On l'a vu dans toutes sortes de régimes. Première chose. Deuxième chose, au niveau des institutions, je voudrais dire, nous avons une justice, une bonne justice au Bénin. Je le défends partout où je passe. Je dis le Bénin a une bonne justice. Seulement, si elle ne saisit de rien, Lokossou peut saisir la justice. C'est déjà quelque chose qui manquait. On ne saisit pas la justice au Bénin. Or, la justice, elle est là. Elle est une institution bonne. Elle n'a pas de dossier, elle ne peut pas intervenir. Vous avez la Cour constitutionnelle, bonne institution. Elle prend des décisions, on ne met pas en application. Il faut quelqu'un pour dire haut et fort, on ne met pas en application. Vous avez le Parlement. Le Parlement, aujourd'hui, vote des lois clandestinement. C'est-à-dire que clandestinement, un beau matin, on apprend qu'il y a une loi. Moi, je suis intellectuel, je suis l'actualité. C'est un beau matin que j'ai appris par la bouche de Maître Alao qu'il y a une loi désormais qui parle de recrutement des travailleurs expatriés. Bon,
moi je n'ai jamais su comment ça a été étudié à l'Assemblée nationale et subitement c'est sorti. On a été comment on appelle, à Dassa ou quelque chose, fait un séminaire, nous avons écouté l'honorable Djenotin qui nous a dit qu'on lui a demandé de réunir la commission des lois à Dassa. Et que c'est l'honorable Barthélémy Kassa qui a dit que c'est contraire au règlement intérieur de l'Assemblée nationale qui veut que la commission se réunisse à Porto-Novo. Donc vous voyez, dans ces conditions, il faut quelqu'un ou une institution pour dire haut et fort, ce n'est pas bon, ce n'est pas comme ça, et saisir la justice qu'il le faut. Donc, on peut avoir de bonnes institutions, mais il faut que ces institutions fonctionnent, et pour qu'ils fonctionnent, il faut qu'ils aient matière, et cette association peut leur donner matière. Ces associations peuvent leur donner matière. Oui, Badio? Je voudrais ajouter que, vous voyez, il y a la lutte contre la corruption, il y a cette institution qui est là, mais est-ce qu'ils n'ont encore jamais parlé des dossiers? On n'en voit plus. Hein? Alors, ça veut dire que la corruption n'existe plus en ce moment, puisque tout ce monde-là se sont tus. Ben, à l'aide de la rupture, il paraît qu'il y a un nettoyage profond qui se fait. Badio. Un nettoyage profond, d'accord. Moi, je vous assure, je suis un patriote. Oui. Tout ce qui peut faire développer mon pays, j'adhère. Mais quand les choses ne vont pas bien, que tous ceux qui doivent le dire, le disent, qu'ils ne se taisent pas. S'ils se taisent, quand les gens se taisent, c'est qu'ils sont consentants, dit-on. Et vous voyez ce pays d'hommes intelligents. Les gens qu'on soutienne le moindre en viennent à faire des bêtises. Par exemple, on dit celui-là, si on le nomme, il ne va pas accepter. Mais on le nomme, il accepte. Ça veut dire qu'il a trahi la conscience de tout le monde. Tous ceux qui croyaient en lui tombent à la renverse. Et ça, on en voit beaucoup. On voit que tout ce qui intéresse nos cadres béninois, ce n'est pas le développement du pays, c'est leur propre développement. Et c'est triste de voir ça à travers le temps, de voir que tous les copains, toutes les personnes que tu as côtoyées, à qui tu croyais une certaine vertu, versent comment l'appelle-t-on, c'est-à-dire, les vertus que tu leur accordes, ils ne répondent plus à cela. L'intelligence que tu leur accordes, ça disparaît. Et tu vois notre homme face à toi, alors que tu avais une haute idée de cette personne-là. C'est triste, hein? Quand vous voyez des cadres comme ça, vraiment, vous vous demandez quand est-ce que ce pays va développer. Parce que, au fur et à mesure, les choses s'empirent. Les choses s'empirent, les cadres ne sont plus... Mais, vous voyez, regardez un peu ce qui se passe. Le Béninois, généralement, en Europe, quand ça ne va pas, les gens démissionnent. Mais vous ne verrez pas les Africains démissionner. Ils sont cramponnés à cette histoire. On dirait que sans ça, ils ne sont personne. Ils ne peuvent pas se faire valoir. Non, M. Badiou, je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait qu'il ne faut pas condamner seulement. Hein. Il se passe des choses qui font que... Quelque chose oui. Je ne condamne pas, je montre le tableau. J'ai lu sur les réseaux sociaux, lorsqu'on a tenté, perquisition ou arrestation, Dieu seul sait, de Liadi, j'ai lu sur les réseaux sociaux que l'honorable Barthélémy Kassa a dit, je vous ai prévenu, que quand on n'est pas dans le sens du vent, on prend le vent à la figure. Donc, attendez, c'est-à-dire, au lieu de condamner, il faut des associations comme ce que le COSU défend pour protéger ceux qui vont oser démissionner, pour défendre les... Parce que, vous voyez, c'est profond. Mais c'est quand même inquiétant. C'est profond. C'est quand même inquiétant. C'est vrai que ça donne froid au dos d'entendre dire que quand on n'est pas dans la direction du vent, il ne faut pas être surpris de recevoir du vent au visage. Mais quand on sait que le Bénin dispose de suffisamment de tests, de lois pouvant protéger le citoyen, il y a lieu de s'inquiéter. Je ne sais pas pourquoi M. Badirou est en train de sourire. Mais j'ai parlé tout à l'heure du fait que les institutions sont bonnes, mais il y a, vous savez, le Bénin les Béninois sont très intelligents. S'il faut contrôler les tests, contrôler les institutions, nous sommes très intelligents. C'est de l'intelligence, ça? Oui, parce que le droit n'est pas une science exacte. Le droit n'est pas une science exacte. Le droit est conçu par des êtres humains et très souvent par les politiciens eux-mêmes.
Donc déjà, le droit a déjà été conçu par ceux qui veulent profiter du droit. Je voudrais aussi attirer votre attention sur quelque chose, une ou deux choses qui sont passées, mais très importantes. Oui. On dit, les réformes demandent qu'on licencie des gens. Oui. Je voudrais rappeler que dans ce pays, la Banque mondiale a demandé à Paulin Moutonji de renvoyer la moitié du personnel de l'OPT à l'époque. Et Paulin Moutonji, au lieu d'exécuter comme un robot, est allé rencontrer le personnel de l'OPT pour leur dire, voici ce qu'on m'a dit. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le personnel lui répond, si nous passons au numérique, nous allons doubler notre clientèle et donc la moitié qu'on nous dit de renvoyer va être utilisée dans ce sens. Il dit, il vous faut combien pour ça? Et on dit 7 milliards. Il rencontre la Banque mondiale. Il dit, donnez-moi 7 milliards et je règle la situation autrement. Les cadres de la Banque mondiale lui disent, à une condition, si vous ratez, vous déposez votre démission. Il dit, je vais le faire. Il prend les 7 milliards, il réussit. Il faut que le président Talon reçoive des gens pour lui raconter l'histoire de ce pays. Les solutions ont déjà été utilisées dans ce pays. Côte Pognon, oui. Sans vous jeter de la pierre. Oui. Pourquoi dire au président Talon de demander à rencontrer des Béninois pour lui raconter l'histoire du pays? Oui. Une histoire qu'il connaît. Ah non. Ah non. Non. Ça, par exemple, que vient de raconter le président Talon ne savait pas. Parce que s'il savait, il n'allait pas limoger, fermer brusquement, fermer des sociétés. Non. Il ne connaissait pas cette histoire. Parce que s'il connaissait cette histoire, c'est une solution qu'on peut être en train d'utiliser aujourd'hui. On parle de Libercom. On a dit que les cadres de Libercom ne travaillent pas, que Libercom ne rapporte pas l'argent. Mais on oublie que c'est la faute de la Banque mondiale qui est venue faire une étude ici et qui a dit qu'il n'y a que 100 000 Béninois capables de prendre un téléphone. On a fait des investissements pour 100 000 abonnés. Vous comprenez qu'aujourd'hui, on reproche au personnel de Libercom d'avoir mal géré une société conçue par des cadres de la Banque mondiale qui sont venus faire ce désordre-là ici. Et c'est les mêmes cas qui demandent aujourd'hui qu'on ferme et on accepte. Si le président Talon savait ça, il allait comprendre que nous devons amener les cadres de la Banque mondiale à comprendre qu'ils ont étudié dans les mêmes écoles que nos cadres et donc qu'ils ne peuvent pas venir au Bénin ici, nous décider à notre place ce que nous allons faire. Nous devons discuter d'égal à égal pour trouver des solutions qui nous arrangent. Donc, le président Talon a besoin, comme le président Macron est en train de faire aujourd'hui, recevoir des gens pour lui expliquer l'histoire de la France. Ce n'est pas parce qu'on est originaire d'un pays qu'on connaît l'histoire de ce pays. On ne connaît l'histoire de ce pays que quand on a des intérêts à connaître cette histoire. Le président Talon peut réussir mieux son mandat en faisant en sorte d'utiliser les cadres compétents, extrêmement compétents qu'il y a au Bénin. De toutes les façons, M. Lokossou va lui rendre la vie tellement dure qu'il finira par comprendre qu'au Bénin, il n'y a pas de désert de compétences, il y a des compétences avérées au Bénin. Badiro, il a sorti un certain nombre de mots qu'on ne saurait laisser sous silence. Compétences, histoire du pays, mais assez de terminologie qui tiennent aussi à cœur au chef de l'État, on l'a vu, on l'a pris dès à l'entame de sa gouvernance. J'ai été choqué quand on a dit désert de compétences. Les Béninois sont très, très compétents. Nous avons fait partie de la diaspora. Aujourd'hui, on n'est plus diaspora, on est à l'intérieur. Et je vous ai dit dans son gouvernement qu'il y a 2 économistes financiers de compétences. Abdoulaye Diop-Chané et Irénée Koupaki. Mais une structure ne vaut que ce que valent les hommes appelés à l'animer. Mais les hommes, un instant. Les nominations ne tiennent pas compte des compétences. Nous avons vu. Et aucun DG ne fait son bilan avant de partir. C'est des incompétents. Si nous parlons du cas de Libercom, premier GSM au Bénin, il n'a pas d'Internet. Nous sommes dans un monde numérique. Les MTN, Move, ont Internet. Si vous voyez comment ils se sont développés, mais notre Libercom n'a pas d'Internet. Qui veut avoir un téléphone aujourd'hui sans Internet? C'est pas la faute à l'État. Les gens ne gèrent pas bien. Parce qu'on ne peut pas comprendre, dans un monde de concurrence, sur un marché de concurrence parfaite, gérer Libercom comme il a été géré. Non, mais incroyable. Non, mais M. Badiou, comment voulez-vous que les autres aient l'infrastructure nécessaire pour faire Internet? Vous donnez des infrastructures de Mathusalem à des gens? Non, je ne suis pas d'accord qu'on dise que les 4 Béninois ont mal géré Libercom. Non, ils n'ont jamais eu les moyens de travailler. Et si on leur donne les moyens de travailler, MTN, tout ça, allez au Togo, c'est l'opérateur national qui a le plus gros marché. Allez au Mali, c'est l'opérateur national qui a le gros marché. Allez au Burkina, c'est l'opérateur national. Mais ici,
Nous sommes partis mal et personne ne les a jamais écoutés pour leur donner les moyens de faire leur travail. Quand les cadres de la Banque mondiale arrivent, le gouvernement se plie. Je crois que vous m'allez me permettre de parler. Oui. Je n'ai pas dit que les cadres de l'Ibercom ont mal géré. Ah, d'accord. J'ai dit que comment c'est gérer l'Ibercom, comment on peut gérer notre premier GSM sans Internet. Je n'ai pas dit que les cadres ont mal géré. Okay. Ça, il ne faut pas... Non, vous m'avez bien écouté. Hein. Il faut pas... J'ai dit que nous avons des compétences au Bénin. Mais c'est mal utilisé. Nos compétences ne sont pas utilisées à bon escient. Les nominations ne tiennent même pas compte des compétences. Nous avons vu des DG ici. Ouais, ils n'utilisent même pas toutes les théories économiques. Qui les en empêche? Un instant, on ne sait pas ce qui se passe. Si vous prenez la SBE, ils louent des groupes. Des groupes qui payent Abinam, non, ils louent des groupes Abinam et Ternam. Or, il y a des dispositions économiques qui peuvent faire qu'on peut louer des groupes avec leasing. Et les groupes vont nous revenir à partir d'un certain moment. Mais ils ne font pas ça. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas. C'est une perte énorme pour l'État. Lorsque vous louez des choses, voyez la durée de la location et voyez ce qui est approprié pour cette location-là. Ce qu'ils ne font pas. Et vous allez voir des investissements vraiment du gâchis. L'État fait du gâchis. Alors, comme le dit le conférencier, donc le problème du Bénin reste le béninois lui-même. Mais l'Afrique en général, parce que celui qui est là, il pense d'abord à son propre développement. Je le répète. À son propre développement. Oui, au lieu de penser au développement du pays. Qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'il est là, c'est son salaire qui l'intéresse, c'est tout ce qui va se suivre. Mais ça, ce n'est pas pour se blesser. Quand on prend cet exemple Badiro, oui. Ici, on a un monsieur, bon, vous permettez l'expression, un chef d'État, quand même suffisamment, s'il faut parler de ventre, qui n'a plus un problème de ventre et qui se suffit. Là, le Bénin est quand même... Le gouvernement n'est jamais rassasié. Le gouvernement n'est jamais rassasié jusqu'à ce qu'il vomisse. Donc bref, je vais vous dire une chose. Est-ce que lorsqu'on a nommé des gens, des têtes, des entités d'État, est-ce qu'on leur a fait le bilan de départ? Quand ils veulent partir, comment as-tu géré? Est-ce que... Non, vraiment, il n'y a pas de... D'abord, il n'y a pas d'évaluation en poste. On nomme qui on veut, où on veut. Et il n'y a même pas de constat lorsqu'ils finissent leur mission. Et vous voulez que ce pays, les gens s'en sortent. On parle un peu, on parle trop, on agit moins. Parlons peu et agissons plus. Parce que les cadres béninois, il y a ceux qui n'ont jamais rien pris, qui sont au regret aujourd'hui. Ils disent, si j'avais fait comme Jacques, je serais repris aujourd'hui. Et voilà, celui-là, il a tout pris, maintenant il a tout à voir. Même votre femme vous dérange à la maison. Par rapport à vos collègues. Expliquez comment ça. Lorsque vous êtes deux ingénieurs agronomes, l'autre il a déjà des villas, des voitures, des ceci. Et vous êtes agronome, votre femme est à côté de vous, il dit, mais tu as pas vu Paul, comment il est? Vous voyez, ce problème... C'est pas parce que Paul a eu des opportunités de travail meilleures que vous. Non. Ça se passe alors comment? Non. Vous savez, avec le salaire que nous gagnons, nous savons quelle est la possibilité de chacun. Qu'il ait travaillé 20 ans, 30 ans, ce qu'il peut avoir, on sait, avec nos salaires. Quand c'est au-delà, on le sait. Évaluons. Lorsque nous voulons prendre, on dit on ne peut pas prendre quelqu'un, s'il est corrompu, c'est faux. Si on le prend au départ, quel est son salaire à un temps X, quel est son salaire à un temps T, mais on finira par déterminer le trajectoire de sa carrière sur la balise de l'impunité, par le conférencier. De toute façon, il estime qu'aujourd'hui, ça se fait à la tête du client. Je vais vous dire une chose. L'impunité gangrène tout dans ce pays-là. Parce que si nous voyons, les gens même, c'est pour ça qu'ils sont dedans. Quand ils voient qu'ils sont dans les travers de la société, à vouloir s'enrichir rapidement, parce qu'ils savent que tous ceux qui sont corrompus, on ne les a jamais inquiétés. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y a un jeune homme qui me dit, mon père a été honnête toute sa vie, n'a rien. Moi, je ne ferai pas comme ça. Voilà, c'est son cousin, tout ce qu'il a pu amasser. Il n'était pas mieux que mon père, il n'était pas plus intelligent, il n'avait même pas les capacités intellectuelles de mon père. Voilà tout ce qu'il a. Voilà comment les jeunes raisonnent aujourd'hui pour dire son père a été
honnête toute sa vie, et voilà le résultat. Vous ne voyez pas que s'il n'y avait pas l'impunité, tous ceux-là seront coffrés. Et le papa aurait raison pour dire à mes enfants, suivez ma morale. Suivez-moi dans ma morale. Mais aujourd'hui... Oui, je ne suis pas pour le développement des prisons, hein, parce que dans l'histoire africaine, il n'y en avait pas. C'est les Européens qui nous ont amené ça. Moi, je vous dis, en France, on a su des dossiers de détournement de Sarkozy, on n'a jamais jugé, on n'a pas fini, il n'est pas en prison, ça n'a pas empêché la France d'être en train d'avancer. Donc, je crois que le problème n'est pas un problème d'impunité. Le problème est au niveau de étouffer les compétences, étouffer les gens qui veulent développer le pays. C'est à ce niveau qu'il y a un problème. Parce que si tout le monde travaille et on les libère, les énergies, on libère le potentiel, même si les gens détournent. Parce que vous savez, moi j'ai l'habitude de dire, rêver que Patrice Talon va gérer le Bénin et l'interdit de manger, ça, c'est les gens qui veulent faire ONG pour ça, là, le café pour ça. Le gars, il va manger, il n'y a rien à faire. Et moi, je souhaite qu'il mange le plus. Et c'est pourquoi je souhaite qu'il travaille bien pour qu'il y ait assez d'argent dans le pays. Qu'il y ait assez d'argent dans le pays pour qu'il paye. Moi, je m'en fous. C'est pas ça mon problème. Combien de Patrice Talon a mangé, c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est combien rentre pour que chaque Béninois se développe. Parce qu'aujourd'hui, il faut expliquer au chef de l'État. Il ne peut même pas manger dans les miettes qu'il y a dans les casseroles. Et pour bien manger là, il faut que le pays soit démocratique, que comment on appelle, les opérateurs économiques, le potentiel économique soit libéré. Mais on ne peut pas encourager ce qu'on vous appelez manger. Non, ce que je dis, je vous n'êtes pas en train de m'écouter. C'est-à-dire qu'on se focalise trop sur la corruption, sur la lutte. C'est ça l'un des vrais problèmes de développement de l'Afrique. En Europe, on laisse la justice s'occuper de la corruption et on travaille. En Afrique, tout le monde veut lutter contre la corruption, personne ne travaille. Il faut qu'on travaille. Développons les potentialités dans tous les pays du monde. Lorsque quelqu'un développe, je ne vais pas citer le nom du pays pour ne pas taxer de personnes, pour qu'on dise droit de réponse ici, mais vous voyez, il y a des pays où ils ont des infrastructures à gogo, ils ont des routes, des ceci et tout ça. Vous voyez les ministres des Transports, ils sont à l'aise, ils sont heureux. Ce n'est pas mon problème. Si quelqu'un veut aller lutter contre la corruption, il n'a qu'à lutter. Moi, je veux qu'on trouve les ressources, qu'on développe le pays. Si dans le développement, vous avez jamais vu une femme préparer à manger sans goûter pour voir si c'est intéressant, les amis, laissons ça, développons les potentiels, développons les énergies, au lieu de nous focaliser tous. Parce que tout le monde, gouvernement est en train de lutter contre la corruption. Oui. S'il vous plaît. Parlons peu, parlons bien. La corruption, il ne nous reste que 3 minutes. Je vais vous dire une chose. La corruption est la gangrène des pays africains. Mais les pays africains, monsieur Badiou, les pays africains sont moins corrompus que les pays européens. Les pays africains sont moins corrompus que les pays européens. Non, je vous ai laissé parler. Il n'y a pas un seul chef d'État qui est plus corrompu que Sarkozy. Suivons Badiro. Vous avez la parole. J'ai vécu en Europe longtemps. Vous savez, on a pris Sarkozy a fait ci, on n'a pas encore fini. On n'a pas fini. La justice traîne, mais ça aboutit. Et on a vu tous ceux qui sont corrompus en Europe, quand on les attrape, ils font la descente aux enfers. On a vu Cahuzac, vous avez vu, son argent, il a caché seulement ce qu'il est devenu. Bérégovoy s'est donné la mort rien que pour... C'est-à-dire, on a atteint son moi. Vous voyez, en Europe, ce n'est pas pareil qu'en Afrique. On ne peut pas comparer. Mais ici, lorsque, par exemple, on fait une route, au lieu de mettre du goudron, on met de la terre battue. Et toi, cadre qui est parti là-bas, on te donne de l'argent. Pour que tu ne constates pas que le développement avance. Je vous dis non. La corruption est la gangrène de l'Afrique. Il faut sévèrement lutter contre la corruption. Il faut bannir l'impunité et arrêter tout ce qui sont corrompus. Je vous propose très bientôt pour un autre plateau, corruption en Afrique. Quelle issue au développement de nos États? On y reviendra et ce sera avec vous. Promesse vous êtes faite. Mais sur la question, on n'a qu'une minute. Je vais vous demander, et ce sera en même temps votre mot de la fin. Nouveau droit de l'homme au Bénin. Badirou, une aubaine ou un nouveau-né de plus dans le monde de la société civile? Une complémentarité, je dirais. Je souhaite qu'il travaille correctement. Et ce serait bien. Merci beaucoup. Coach Poyon, la même question. Alors, nouveau droit de l'homme au Bénin, une aubaine ou un nouveau-né de plus? Une aubaine. Une aubaine. Et votre grand rêve? Mon grand rêve, c'est que M. Lokossou soit soutenu par tous ceux qui peuvent le soutenir, et financièrement, et en compétences, et autres, afin que cette association
puisse véritablement faire bouger les lignes, remuer la classe politique béninoise pour que nous puissions avancer. Merci à vous, chers invités. Mesdames, Messieurs, merci. 100% Bénin, le numéro du jour. Nous allons à présent y mettre un thème. Et sur cette citation de l'homme d'État sud-africain Thabo Mbeki. Dans l'histoire du monde, la vie des hommes n'est qu'une petite étoile filante. Autant vivre de sorte qu'après soi, il n'y ait point d'amertume et de désolation. Mesdames, Messieurs, merci pour votre aimable attention. À demain pour un autre plateau. À très vite.